Merci de nous retrouver après ce documentaire pour ce débat qui va se poursuivre sur ce plateau avec mes invités. Caroline, pardon, je vais refaire. Je confonds avec les Catherine et les Caroline. Merci de nous retrouver sur ce plateau après le documentaire. Mes invités aujourd'hui sont Catherine Coutel, vous êtes ex-présidente de la délégation droits des femmes à l'Assemblée nationale. En face de vous, Lydie Delmas, vous êtes coprésidente de la Maison des femmes de Bordeaux. Enfin, Caroline Vittel, vous êtes chargée de mission égalité femmes-hommes au département 33. Alors Catherine Coutel, vous étiez donc élue à l'Assemblée nationale et donc à la délégation des droits de parité hommes-femmes entre 1946, où l'on a posé en préambule de la Constitution la parité hommes-femmes, et 2017, où l'on a voté la dernière loi de parité dans la vie politique. Il y a 70 ans de combat et au fond toujours une cause à défendre. Toujours une cause à défendre, mais qui s'est nettement améliorée. Oui, on va voir qu'il y a plusieurs étapes. Heureusement que les lois là, ont fait de l'effet. Entre Simone Veil parlant dans la loi IVG devant 5% de femmes en 1975, le 10 ans, hein, c'est un débat qui vous concerne certes, et aujourd'hui où on atteint presque 40% quand même à l'Assemblée, là, avec la nouvelle loi parité et la nouvelle majorité, il y a eu des progrès de fait. Là où il y a moins de progrès, c'est dans les postes de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a toujours un plafond de verre, ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire que les femmes sont nombreuses, elles sont nommées, elles ont des postes, mais ensuite, président de l'Assemblée, il n'y a jamais eu de femme, première ministre... Et pas davantage cette fois, puisque c'est encore un homme qui a été élu, et il y avait les candidates. Première ministre, il y en a eu une, Édith Cresson, etc. Donc, président de la République, nous n'en avons pas eu. Dans la Vienne, pour prendre le département d'où je vais, il n'y a jamais eu un président de conseil général femme, jamais. Il y a eu 4 députés depuis la Révolution femmes, je ne sais pas si vous voyez, depuis 1789, c'est pas énorme. Donc, effectivement, il y a toujours du travail à faire, y compris dans le monde politique. Et votre travail, il consistait en quoi, Mme Coutel, quand vous étiez donc élue et présidente de cette association de droits des femmes à l'Assemblée nationale? C'était pas une association, une délégation. Une délégation, pardon. Une délégation, c'est comme une commission qui n'a pas le côté permanent. La délégation, elle a un rôle très simple, si je puis dire. Elle regarde tous les textes de loi, savoir s'ils sont favorables ou non à l'égalité femmes-hommes. Et nous avions mis dans la Constitution que les textes de loi devaient avoir une étude d'impact. C'est-à-dire que quand le gouvernement présente un projet de loi, il doit dire si la loi favorise ou ne favorise pas, ou même peut-être contre, l'égalité femmes-hommes. On le voit dans tous les sujets. La retraite, est-ce que la loi qui va être modifiée va être favorable aux retraites des femmes qui sont très inégales? On verra quelles sont les premières victimes. Donc, si vous voulez, notre rôle était de regarder les textes de loi et de les amender. Et nous en avons amendé beaucoup. On a mis vous parliez de parité, on a mis la parité dans toutes les fédérations sportives. Ça m'a valu des lettres peu aimables des fédérations sportives, mais on avait demandé qu'à renouvellement de chaque comité olympique, Coutel, hein. Il y a encore du chemin. Ils avaient normalement 4 ans pour regarder un peu, trouver des femmes. On m'expliquait qu'il n'y en avait pas. Je trouve ça étonnant dans un sport, pour ne pas aller plus loin, mais dans un sport comme la gym volontaire. Au niveau national, il y a 80% de femmes. Oui. Et ils sont 50-50, y compris au niveau en haut. Vous voyez, là, ils en trouvent des hommes. On y reviendra justement. Mais ils en trouvent pour mettre dans les postes de responsabilité. Alors, Lydie Delmas, vous êtes donc la coprésidente de la Maison des femmes à Bordeaux. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste cette maison? Oui, alors la Maison des femmes, tout d'abord, fait partie de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui regroupe plusieurs dizaines d'associations dans toute la France, dont la spécificité est de s'occuper de l'accueil et de l'orientation des femmes en situation de violence conjugale. Mais nous ne faisons pas que ça. C'est exclusivement sur la violence conjugale que vous êtes... Nous ne faisons pas que ça. Voilà, nous existons depuis 2001 et nous existons du fait
de la bataille du collectif bordelais pour le droit des femmes à l'époque, qui a souhaité qu'une maison des femmes existe à Bordeaux. Donc nous avons cette mission d'accueil pour les femmes en situation de violence conjugale, mais nous avons également d'autres missions. Tout d'abord, qui est d'être un centre de référence de l'histoire des femmes, de l'histoire du droit des femmes et de l'histoire des luttes des femmes. Nous avons tout un lieu de documentation. Nous avons une mission d'éducation, sensibilisation dans le cadre d'éducation populaire auprès d'étudiants, lycéens, etc., étudiants, collégiens. Et nous avons également une mission toujours d'éducation populaire dans le sens d'organiser mensuellement des débats sur des thèmes qui ont à voir avec les places des femmes dans les sociétés. Alors je dis dans les sociétés, parce que nous avons eu, par exemple, un cycle Femmes dans l'histoire. Nous avons eu une autre année un cycle Femmes dans le travail. Nous avions d'ailleurs invité le secrétaire général de l'ORS. C'était extrêmement intéressant de travailler sur cette question-là. Et puis, nous avons également eu beaucoup de débats dans un cycle sur femmes en Amérique latine, avec des femmes présentes à Bordeaux qui venaient nous parler des femmes dans divers pays d'Amérique latine. Et nous avons un partenariat avec la Maison des femmes de Buenos Aires. Vous faites beaucoup. On essaiera de voir en quoi vous les écoutez et quels sont les problèmes de ces femmes qui viennent frapper à votre porte, en quelque sorte. Lydie Delmas. Caroline Vittel, vous êtes donc au département chargée de mission et vous avez signé, je crois récemment, une charte européenne sur l'égalité femmes-hommes. C'est donc le département qui s'engage et en quoi le département s'engage sur ce dossier-là ? Tout à fait. Donc, en fait, le président du conseil départemental a souhaité attester de sa démarche volontaire, de la démarche du conseil départemental de Gironde, d'une démarche en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, la signature de la charte est un des objectifs du plan d'action départemental proposé et validé à la majorité par l'Assemblée départementale pour œuvrer en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sur la Gironde, au sein même de l'institution, mais bien évidemment auprès des territoires. L'institution en interne, ça s'est traduit comment ? C'est-à-dire que vous faites des expertises et vous voyez où il y a des décalages ? Alors, en fait, ce plan d'action a été co-construit avec les collègues du département, les agentes et les agents, à la base d'un questionnaire qui avait été établi pour qu'ils s'expriment sur leur lieu de travail des disparités, des inégalités qu'ils constataient, que dans leur vie de tous les jours, leur vie extra-professionnelle, puisque girondines et girondins en grande majorité. Donc effectivement, ce plan d'action est structuré en deux parties. Un axe interne à la collectivité, donc agir pour l'égalité professionnelle. Tiens, si on prend le cas des salaires, par exemple, il y a des disparités salariales, vous allez agir ? Alors, tout à fait. Il y a une photographie qui a été faite et effectivement, il y a des disparités de salaire, mais qui sont du fait de l'histoire, du monde du travail et de la fonction publique, puisque, en règle générale, il y a une grille qui est adaptée, qui est appliquée dans la fonction publique et notamment territoriale. Et qui s'applique indistinctement aux femmes et aux hommes. Oui, complètement. D'accord. Complètement. Et donc, qui n'est pas suivi, en fait, des faits. Si, qui est suivi des faits, mais l'histoire veut qu'au fur et à mesure des compétences qui ont été attribuées à cette collectivité en l'occurrence, il y a des disparités de primes par rapport à la filière. Dans la fonction publique, il y a, on va dire, 3 types de filières. La filière administrative, pour faire simple, il y en a d'autres. La filière technique et la filière sociale, notamment au département. Et en fonction de ces filières, il y a des primes de technicité. D'accord, qui ne sont pas les mêmes. Alors, juste Catherine Coutel, le principe de l'égalité salariale remonte à 72, ça a été voté en 72, donc ça remonte. Donc, on voit qu'il y a, au fond, beaucoup d'inertie, même s'il y a des intentions affichées. On verra que tout au long de ces lois qui ont été votées, il a fallu du temps pour qu'elles rentrent vraiment dans les faits. Oui, c'est vraiment un des sujets les plus importants pour moi dans l'égalité, et celui où c'est le plus difficile, semble-t-il, d'avancer. Avec la question des violences, qui est un autre sujet. On va revenir sur les violences. Sur l'égalité salariale, oui, c'est vrai, il y a des lois, il y a même des rapports de situation comparés à faire, même les collectivités doivent en faire. Et à partir du moment où on constate que dans ce rapport de situation, il y a des différences, on doit négocier le fait qu'il y a un rattrapage des salaires. Sauf que, quand on est dans une période d'expansion et où tous les salaires augmentent, ça va. Mais quand l'enveloppe est la même et ne bouge pas d'une année sur l'autre, ça veut dire qu'il faut prendre aux hommes pour donner plus aux femmes.
Oui. Et là, les négociations coincent un peu. Parce que c'est les hommes qui décident souvent, d'ailleurs. Parce que dans les représentations, dans les partenaires sociaux, ce n'est pas forcément une priorité. Moi, je l'ai constaté. C'est-à-dire que quand on négocie, on peut lâcher sur les salaires égaux des femmes parce qu'on peut trouver autre chose. Et donc, on a une nécessité d'avancer sur ce sujet-là. Et l'avancée, ça a été de sanctionner les entreprises. En 2012, la loi le permettait. Il y a eu un décret pris par Najat Vallaud-Belkacem disant maintenant, on sanctionnera les entreprises. Alors, c'est des plus de 50 salariés. On a beaucoup de petites entreprises, mais elles peuvent être sanctionnées si elles n'appliquent pas la loi. Et il y a eu des sanctions de mise. Il y a eu des sanctions. Il n'y a que cela, parce que si on ne sanctionne jamais une loi et qu'elle n'est pas appliquée, on continue à brasser du vent. Donc là, il faut avancer. Il faut que les négociations salariales avancent. Et alors, on viendra évidemment sur le plan du département. Vous évoquiez un instant la violence faite aux femmes. C'est vraiment un droit que l'on doit reconnaître aux femmes. Alors, vous, Lydie et Delmas, en première ligne, puisque vous les écoutez, ces femmes. Juste un mot, il y a eu une affaire très médiatique qui était l'affaire Weinstein. Est-ce que, au fond, vous considériez que cette affaire a fait plus de bien dans la prise en conscience de cette problématique ? En tout cas, elle a rendu visible une réalité pour laquelle beaucoup de gens pensaient que ça n'était pas le cas, que ça ne se voyait pas. Voilà, et ça a donc rendu visible cette réalité des violences multiples que l'on vive quotidiennement, ce qu'on appelle le continuum des violences, que ce soit la main aux fesses dans les transports, et que ça peut aller bien sûr jusqu'aux violences sexuelles importantes, ou bien les violences conjugales, entre autres. Mais donc, oui, je pense qu'effectivement, ça a rendu visible. Alors, ce qui est évident, c'est que depuis fin de l'année dernière et surtout début de cette année, nous avons une énorme augmentation des demandes de rendez-vous pour violences conjugales, mais ça avait déjà commencé l'année précédente. C'est-à-dire que ça, c'est un effet direct de l'affaire Weinstein. On ne peut jamais affirmer, on ne peut pas affirmer. On en parle dans les lois, on en parle à chaque 25 novembre. Je pense que plus on en parle, voilà, il y a plusieurs impacts. Il y a le fait que quand même... Il y a eu un débat là-dessus, quand même, sur le fait qu'on en ait beaucoup parlé et que... Il y a eu l'affaire Sauvage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu des tas d'affaires qui ont fait que chaque fois qu'on parle d'une affaire, chaque fois qu'on parle d'une affaire, les femmes réalisent que ce qu'elles vivent, c'est ça qu'elles vivent. Sinon, elles n'osent pas y aller. Et il y a une prise de conscience. Et moi, l'affaire Weinstein, il n'y aura pas d'avant. On ne reviendra pas en arrière, et tant mieux. Et y compris dans le monde de la culture, dont on n'imaginait pas qu'il était aussi violent. Avec les déviances que ça peut entraîner. Oui, mais bon, écoutez, d'accord. Oui, mais écoutez, toutes les déviances quotidiennes que l'on subit, bon, alors après, il faut des procédures. Oui, voilà, c'est ça, légal, la loi, c'est la loi qui. Voilà. Mais je pense qu'il y a 3 éléments importants quand même. Il y a effectivement le fait que les associations ne lâchent pas sur des mobilisations à l'occasion du 25 novembre, qui est la Journée internationale de lutte contre le droit des femmes, et sur Bordeaux, ce que je connais, il y a à chaque fois quand même tout un travail qui est fait auprès du public. Nous avons fait également avec les associations de Bordeaux depuis 3 ans un travail d'enquête auprès du public sur la réalité du harcèlement sexuel dans les transports. Nous avons rencontré la métropole, nous avons rencontré Keolis, et c'est ce travail des associations qui a abouti à la campagne que vous avez pu voir dans les bus et les trams. Nous en sommes ravis. Il resterait encore à mettre en place un appel d'urgence. Le deuxième palier, il nous semble, dans le calendrier, c'est effectivement l'affaire Jacqueline Sauvage. Parce que là, nous avons eu, dans les mois qui ont suivi, une augmentation des demandes de rendez-vous, mais également de demandes de jeunes femmes pour venir bénévolement travailler à la Maison des Femmes. Et on ne peut pas affirmer c'est l'affaire Jacqueline Sauvage, mais ça crée des interrogations. Et l'affaire Weinstein, effectivement, a rendu visible ce que vivent les femmes. Et surtout, je pense que beaucoup de femmes se sont dit, eh bien, ce que je vis, eh bien, finalement, c'est une violence et elle n'est pas normale. Voilà. Ça a permis d'amener cette idée, ça n'est pas normal. D'accord. Est-ce que ce mouvement est suffisamment accompagné justement par les élus, par les politiques, Madame Coutel ? Alors, suffisamment, je ne sais pas. Du point de vue de la loi, on avait redéfini le harcèlement, parce qu'il y a eu un problème en 2012, donc là c'est défini. Parce que beaucoup y compris des hommes, mais pas seulement, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que le harcèlement ? Mais si, c'est très clairement défini dans la loi. À partir du moment où vous mettez quelqu'un dans une situation inconfortable, insupportable et qui dégrade, c'est du harcèlement. Mais il faut que maintenant la loi soit appliquée. Donc oui, il y a des textes, ça s'améliore. Après, il faut bien évidemment que les politiques publiques suivent, et qu'en particulier, il y a de l'argent.
Il faut qu'il y ait de l'argent de mis auprès des associations. Il faut le budget des droits des femmes avait été augmenté. Je pense qu'il faudrait qu'il continue à augmenter. Je sais que nous sommes dans des périodes où on n'est pas dans les augmentations de budget, et on peut faire des économies. Mais à partir du moment où on déclenche un mouvement qui entraîne cette demande, il faut arriver. Il n'est pas normal qu'à Paris, une association qui était au contact et au téléphone des droits des femmes ait été obligée d'arrêter, de pouvoir... Parce qu'un numéro, il y en a un numéro national. 3919. Et le 3919, toute femme peut l'appeler. Mais il faut qu'il y ait du répondant derrière. Oui, on a besoin de poursuivre ces politiques publiques. Donc justement, sur cette question, Caroline Vittel, du harcèlement, puisque vous avez un plan, on ne va pas décliner tout à fait tout, mais on pourra quand même en parler. Sur cette question-là du harcèlement, vous y êtes forcément, comme institution, confrontée. Quelle est la démarche là, du département? Comment vous agissez? Quel est le levier? Alors, le levier, c'est la création d'une instance d'écoute et de signalement de violence, de harcèlement, souffrance au travail, que nous allons ouvrir, alors qui existe déjà en interne, mais que nous allons externaliser. Pour l'ensemble des agents et des agentes, mais qui sera donc une cellule d'écoute pour tout type de souffrance au travail, voire au-delà, c'est-à-dire sur les violences subies dans la vie courante, extra-professionnelle, et que nous orienterons bien évidemment vers les associations, les structures adaptées, telles que la Maison des Femmes en l'occurrence. En interne, l'idée c'est aussi de pouvoir mesurer, de laisser un espace de parole à l'ensemble donc des collègues du département, quel que soit le type de souffrance qu'il a ressenti ou vécu, ou de permettre aussi à des collègues qui sont témoins d'une situation de souffrance ou de harcèlement, de pouvoir aussi en faire part pour que le sujet soit regardé, écouté, accompagné et voire traité. Oui. Donc là, il y a une politique volontariste d'une collectivité, d'un département, Lydie ou Catherine Coutel, c'est important. Là, on voit bien que là, c'est relayé et qu'une institution, un département, une collectivité, ça peut vous aider. Vous vous sentez là aidé. C'est quelque chose, une initiative que vous saluez, j'imagine. Ah oui, parce que c'est tout à fait complémentaire avec le travail que nous faisons. Et puis, on travaille dans un partenariat régulier. La grande difficulté, quand même, actuellement, pour les associations, c'est que la question de leur pérennité se pose. C'est par exemple le cas pour la Maison des Femmes de Bordeaux, parce que nous avons des grandes difficultés de subvention, des grandes difficultés financières qui font que la pérennisation des associations se pose, alors que nous avons toutes entre 20 à 56% d'augmentation de demandes de rendez-vous supplémentaires depuis 2 ans à peu près. Et nous sommes, là, l'ensemble des associations de la Fédération nationale Solidarité Femmes du territoire, nous sommes toutes dans des difficultés. Et il y a également un besoin d'hébergement d'urgence pour les femmes en danger, qui est absolument phénoménal et pour lequel il faudra que des moyens tout à fait concrets suivent les déclarations qui sont faites au niveau du gouvernement, parce que nous sommes dans une situation absolument terrible parfois terrible, avec aucune solution. 7000 places en France, oui. Ouais, aucune solution. Il y avait besoin d'au moins, quand j'étais encore à l'Assemblée, de 7000 places en France, pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales. Alors, on parle souvent de lutter contre les stéréotypes de genre. Ça commence tôt, à l'école. Il y a eu d'ailleurs un débat là-dessus. Ça commence à la crèche. Dans la famille. Débat. Pendant la maternité. Oui. Alors, expliquez. Qu'est-ce qu'il faut faire là, sur ce sujet-là, Mme Coutel? À la lutte contre les stéréotypes, ça c'est un grand sujet, parce que on enferme les filles dans des choix prédéterminés. C'est ça le genre. Enfin, on a eu en France un débat inepte, si je puis dire, sur le genre. Le genre, c'est de dire que la poupée au garçon et la poupée aux filles et la voiture au garçon. On est égaux, on a des cerveaux différents, qu'on soit des filles ou des garçons, mais après, votre éducation, les choix qu'on fait pour vous, qu'on vous incite à poser, fait que vous vous cantonnez dans un secteur ou dans un domaine. Il y a 87 filières professionnelles en France, les filles vont dans 17 filières. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, je ne dis jamais qu'il y a des métiers de femmes, je dis qu'il y a des métiers occupés par des femmes, ou des métiers occupés par des hommes. Parce que l'orientation est ainsi. Est-ce que vous savez que dans les métiers de l'informatique, qui sont des métiers d'avenir, où il y a de l'emploi... C'est les hommes en majorité. C'est non seulement des hommes en majorité, mais le nombre de femmes a diminué entre les années 90 et les années 2010. Et on est passé à 11% de femmes ingénieurs seulement, sur 24% de femmes ingénieurs. L'explication, c'est quoi? Qu'elles n'y vont pas dans ces filières parce que... C'est qu'on ne va pas vers ces filières, parce qu'elles y étaient, les hommes ont pris la place
place avec la micro-informatique, et que l'image qu'a l'informaticien et l'homme à l'informatique, rivé sur son écran ou ne travaillant que sur ce sujet, n'est pas attractif pour les filles et pour les femmes. Et donc, on a un vrai souci, parce que c'est un métier où il y a de l'avenir et où il y a et en plus, on n'a pas trop de différence de salaire. Donc, on le voit bien, l'orientation. Mais c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire dès la petite enfance, on dit à une fille à l'école, tiens-toi sage. Un garçon qui bouge, il est dynamique, il est fort. Un garçon qui pleure, tu ne dois pas pleurer comme une fille. Il y a aussi le point d'éducation, Mme Coutel. Tu ne dois pas pleurer comme une fille. Il n'y a pas que l'école, il y a aussi l'éducation. Il y a l'école, il y a l'éducation, il y a les parents. Mais ces stéréotypes, ils sont aussi ancrés parfois chez les parents. Les stéréotypes, vous savez, ils sont fortement ancrés. Et on ne peut pas vous dire que ni la télé, ni la publicité, ni etc., n'y aident. On a des stéréotypes véhiculés dans la télé, dans les jeux. Enfin, c'est caricatural, les magasins de jeux aujourd'hui. Entre le rose et le bleu, c'est invraisemblable. Donc, on a un travail important à faire de lutte contre les stéréotypes, c'est vrai. Et vous parliez donc des métiers de l'informatique qui sont majoritairement occupés par les hommes. A contrario, on pourrait dire qu'il y a des métiers qui sont comme l'aide à la personne, par exemple, qui sont 17% de femmes. Voilà. Et donc là, mais alors sur cette question, comment peut faire le département, parce que c'est votre ADN en quelque sorte, l'aide à la personne, c'est votre fonction primaire, si j'ose dire. Complètement. En plus, ce sont des métiers qui sont indispensables maintenant, de plus en plus dans la société, mais qui ne sont pas forcément valorisés déjà, d'une part, qui ne sont pas reconnus comme des métiers vraiment à part entière. Donc, que fait le département ? Déjà, nous allons nous employer à mettre en place un plan de formation interne sur toute la lutte contre les stéréotypes, contre les discriminations, à travailler également sur des sensibilisations pour favoriser des recrutements et des candidatures sur des métiers qui sont genrés, on va dire. Il est intéressant de rappeler peut-être que, à l'occasion du 8 mars, le département a mis en place une semaine de l'égalité professionnelle. Donc, en fait, les deux élus en charge de la délégation égalité femmes-hommes ont fait le tour de Gironde à la rencontre des collègues. Et à l'appui de témoignages et de vidéos filmées. Et je citerai juste un exemple. Nous avons pu avoir le témoignage de 2 secrétaires médico-sociaux, parce que ce sont des hommes et qu'ils sont vraiment très peu nombreux dans ces métiers d'accueil sur les sites du département, et qui ont fait témoignage de lorsqu'ils se sont positionnés sur ces postes dans leur entourage propre. Parce que dans leur entourage professionnel, les collègues féminines ont fait preuve de bienveillance, mais ils ont été l'objet de colibés ou de remarques du type « Ah bah t'as rien trouvé de mieux pour draguer, ah ben demain on va te voir avec un petit tailleur et des petites lunettes », et petit à chaque fois a été précisé. Donc voilà, c'est aussi le regard, parce que quand vous disiez, Madame Coutel, et je vous rejoins complètement, que effectivement il faut changer le regard des filles, mais il faut changer aussi le regard des garçons. Dès la petite enfance. Oui. Mais justement, parce que c'est sans doute un travail de longue haleine, quand on parle de ces métiers qui sont très connotés masculins, féminins, là on est vraiment dans une question fondamentale. Vous le disiez tout à l'heure, Mme Coutel, la question du travail, de l'emploi, c'est une question qui structure. Comment, là, si on cite 2 exemples, l'informatique ou l'aide à la personne, là on est vraiment dans 2 mondes, féminin, masculin. Comment on fait pour faire une espèce de translation, pour rééquilibrer les choses et comment vous amenez justement les mentalités à évoluer? C'est tout en partant de la base? Déjà, d'ores et déjà, c'est en partant de la base. C'est en partant de la base, en essayant de toucher d'abord les professionnels qui travaillent avec la petite enfance. Mais après, il faut continuer, ce que nous allons faire. Mais c'est également prendre en compte toutes les sphères de l'enfant, comme vous le disiez. Donc, il y a la famille, parce que si on sensibilise, d'abord, ça passe par la sensibilisation pour une prise de conscience, parce que on véhicule tous des stéréotypes inconsciemment. Hein. Donc, ça, effectivement, dans la famille... S'il n'y a pas une sensibilisation et une campagne forte qui est faite pour faire prendre conscience, l'enfant il pourra avoir une approche non stéréotypée dans son univers scolaire, forcément. En plus, si je puis me permettre, dans la famille, et ça c'est un des grands freins, c'est le partage des tâches. Le partage des tâches familiales. Oui. C'est ça, un des freins du travail des femmes. Déjà. Parce que comme elles en assurent... Les femmes sont à la vaisselle. Mais non, mais comme elles en assurent, elles font la double journée.
Et donc, en général, quand il faut prendre un temps partiel, c'est elles qui le prennent. Ça nous a freinés, nous, dans le congé parental. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse partager en France le congé parental à égalité. C'est-à-dire que, d'abord, le baisser de temps, parce que 3 ans, c'est trop long. Quand on se retire 3 ans du marché du travail, c'est très difficile d'y revenir. Donc, le faire plus court et partager par moitié. Mais pour ça, il faudrait qu'il soit mieux rémunéré. Et il faudrait que les hommes acceptent. Mais comme les femmes ont souvent le salaire moindre, quand dans un ménage, il faut discuter, c'est tout de suite fait. Hein, c'est celui qui a le salaire moindre qui arrête et qui prend le congé. Donc, les pays qui arrivent à faire cet équilibre ont un congé parental qui est un peu nordiques qui sont plus en avance. Qui est plus valorisé. Donc, on le voit bien. Et si l'enfant, dans la famille, voit son père ne jamais aider à la maison et sa mère faire tout, il reproduira un schéma familial. Je veux dire que l'ensemble se situe. Et vous disiez que l'égalité des tâches, hein, ça paraît peut-être anecdotique, ça l'est pas. Quand les hommes, en 30 ans, ont gagné 5 minutes de plus de tâches ménagères, on ne va pas y arriver facilement, hein, on ne va pas y arriver vite. Oui, vous disiez, alors, oui, donc il y a une co-responsabilité, on entend bien ce que vous dites, hein, ça commence aussi dans la famille. Vous parliez tout à l'heure des médias, est-ce que les médias ont leur responsabilité pour casser un peu les codes ? On parlera du sport tout à l'heure, où on voit aujourd'hui l'émergence de sports masculins qui deviennent des sports féminins. Je parle du foot, le rugby. Donc tout ça, c'est des évolutions sociétales. Est-ce que ça peut jouer dans l'esprit collectif ? Les médias ont un rôle important, bien sûr, parce que soit elles diffusent et elles renforcent les stéréotypes via les publicités ou via la façon d'inviter les hommes ou les femmes. Vous avez vu comme moi, bien sûr, au mieux que moi, même le rapport de Michel Reiser en 2008, 2009 et 2011, qui avait fait une étude sur la place des femmes et la place des hommes donnée sur les plateaux de télévision ou à la radio. Les femmes étant là comme victimes ou pour se plaindre ou pour l'émotionnel, et les hommes en tant qu'experts. Et 4 ans après, les engagements qui avaient été pris par les chaînes privées et publiques n'ont été respectés que par les chaînes publiques. Raison pour laquelle on voit d'ailleurs aujourd'hui davantage sur les plateaux télé publics ou à la radio publique, ça, j'y suis attentive, vraiment, on le vérifie, de plus en plus de femmes invitées en tant qu'expertes, et pas seulement que dans l'émotionnel, et de plus en plus de couples journalistes hommes et journalistes femmes pour relater le sport. Et qu'est-ce que vous pensez de ce collectif de femmes qui se battent aujourd'hui pour essayer d'enlever justement de notre visuel, en quelque sorte, tout ce qui donne comme représentativité de la femme objet, c'est-à-dire que ces cartes postales, etc., qui représentent ces femmes. C'est un travail extraordinaire qu'elles font, absolument extraordinaire, parce qu'on ne mesure pas, même moi je n'avais pas mesuré jusqu'où allait l'impact pornographique quasiment sur certaines cartes postales dans des lieux de villégiature. Ça. Comment voulez-vous que des jeunes structurent leur image de la femme s'ils ont en permanence des images comme ça, et comment les jeunes filles peuvent structurer leur rapport à leur corps, à elles-mêmes, si elles sont sans cesse confrontées aussi à ce type d'image, de concurrence inavouée. Enfin, c'est quelque chose de... C'est difficile pour eux quand même de se structurer dans le respect d'autrui, parce que, pardonnez-moi, mais je pense que ce qui est important à dire, c'est que le départ de beaucoup de violence envers les femmes, de toute cette culture sexiste, c'est quand même l'idée qu'un être humain, la personne différente en face de moi, a une dignité qui est moins importante que la mienne. Donc, je peux me permettre d'atteindre à sa dignité. C'est en l'occurrence comme ça que les violences sexistes se font. Voilà. Et travailler la parole des témoins est absolument essentiel. Que dans un bus, des témoins puissent dire « ce que tu es en train de faire sur cette fille, ça n'est pas normal, tu dois arrêter », c'est absolument essentiel. D'accord. Ça n'est pas normal. Oui, ça c'est le sens civique. Mais sur cette question de la représentation des femmes comme femmes-objets, je parlais des cartes postales, je voudrais votre avis, Madame Vittel. Il faut les retirer, toutes ces images qui représentent... Sans aucun regret. Alors ou alors il faut faire aussi, on peut peut-être faire aussi penser à une campagne beaucoup plus positive. Et je pense, vous parliez du sport tout à l'heure, il y a une campagne qui a été menée par le comité départemental olympique sportif sur le sport au féminin, où justement ils ont complètement inversé les images. La femme est une petite chose, et puis on la voit en position, je crois, de mémoire, au rugbyman. Enfin, voilà, on peut peut-être aussi inverser. Oui, nous devions avoir Valérie Barlois sur le plateau, qui est une médaille olympique, qui aurait pu nous parler de ces questions du sport. Vous en parliez, Madame Coutel. Le CSA, dans la loi de 2014, qui était la grande loi d'égalité qu'on avait fait, dans laquelle on a mis
pas mal de choses. Il y avait tout un travail sur le CSA. Et Sylvie Pierre Brossolette a fait beaucoup d'actions pour justement analyser les émissions et éventuellement sanctionner des propos parfaitement inadmissibles, sexistes ou autres de certaines émissions. Je crois qu'il y a des animateurs qui dépassent complètement les bornes. Moi, je trouve qui ont payé la note, qui ne sont pas assez sanctionnés pour moi, parce que ce sont des modèles qu'on donne aux jeunes. Ce sont des émissions très écoutées par les jeunes générations et ce sont des modèles qu'on leur donne qui sont dramatiques. Donc, parce que ça a une influence, de même que tout le travail sur les réseaux sociaux et le cyberharcèlement. Mais le CSA a fait un rôle primordial. Maintenant, il faut continuer. C'est sûr qu'il faut l'améliorer parce que ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini, ce rééquilibrage et ce rallonge. Ce que vous décrivez, c'est tout simplement la domination masculine. C'est-à-dire qu'on vit sur une domination masculine et donc sur l'idée que les femmes sont d'abord différentes et qu'elles ne sont pas égales. Donc c'est ça contre ça qu'on s'élève. Ouais. Vous vouliez intervenir un mot? Oui, également sur les représentations. Donc le département accueille le conseil départemental des jeunes. Ce sont des jeunes collégiens. C'est une assemblée qui se crée, qui est élue tous les ans. En Gironde, le conseil départemental des jeunes est un binôme paritaire. Donc c'est une jeune fille et un jeune garçon. Il y a donc une commission égalité filles-garçons. Je voulais juste signaler et informer du projet qu'ils ont mis en place cette année pour dire que les jeunes, eux, se saisissent de cette question puisque ce sont des volontaires qui s'inscrivent dans différentes commissions, dont la commission égalité filles-garçons qui existe depuis 2 ans et qui prend son essor. Et cette année, ils ont donc réalisé une vidéo, ils choisissent leurs travaux, sur le monde inversé. Et donc, ils ont fait des petits sketchs dans la rue, harcèlement de rue. Donc, ce sont des filles qui agressent des jeunes garçons avec un vocabulaire adapté, bien évidemment. Dans les métiers, dans le recrutement. Donc là, c'est un monsieur qui est recruté par un staff, qui fait tomber une tétine. Je la fais simple. Et donc, du coup, il est père, il ne peut pas être recruté à un poste de responsabilité. Ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, les jeunes ont envie d'autre chose. D'accord. Un mot. Oui, alors pour revenir aux jeunes, est-ce qu'il faut renforcer l'éducation à la sexualité dès les petites classes? L'éducation. Il faut déjà qu'elle soit faite. Il faut déjà qu'elle soit faite, oui, et elle n'est pas faite dans beaucoup d'établissements. Dans tous les niveaux. Oui, mais elle n'est pas faite. Pas suffisamment. Mais dans le cadre justement du respect de l'autre. L'apprentissage c'est une personne au même niveau au respect, au consentement, etc. Je pense qu'à propos des jeunes, ce qui est important à souligner pour notre part, c'est que nous sommes submergés, mais avec beaucoup de bonheur, par un nombre incroyable de collégiens, de lycéens qui viennent faire des travaux sur la question soit du harcèlement, soit des inégalités salariales, soit des violences conjugales. Donc c'est une bonne nouvelle. Chez les jeunes, absolument. Moi, je trouve que ça, c'est un grand espoir. Garçons et filles. Oui, c'est ça. Donc c'est une bonne nouvelle. Vous avez un plan collège, je crois, en 2020 aussi, je crois, c'est dans votre plan. Il y a un plan collège, je crois, qui prévoit des actions dans les collèges. Ah oui, oui, complètement. Il y en a déjà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, ça, vraiment, c'est extrêmement intéressant. Alors, je voudrais juste, on a évoqué le sport. Je regrette qu'il n'y ait pas Valérie Barlois, qui est une médaille, encore une fois, olympique, qui aurait pu nous parler de l'intérieur, justement, de cette égalité homme-femme. Parce que le sport, c'est quand même un vecteur qui véhicule beaucoup et qui a un impact beaucoup. On voit des sports mutés, enfin, en quelque sorte, qui deviennent des sports féminins qui ne l'étaient pas. C'est plutôt une bonne nouvelle, Mme Coutel, ça. Je veux dire, le rugby, le foot, aujourd'hui, on voit des filles qui arrivent et qui émergent et qui deviennent... Comment se fait-il qu'elles ont moins d'argent que les garçons? Comment se fait-il que les équipes ont moins d'argent? Comment se fait-il qu'elles ont moins de surface médiatique? On a des filles au foot qui sont championnes d'Europe plusieurs fois, voire elles vont au championnat du monde. Vous savez qu'elles voyagent en seconde et que les hommes voyagent en première. Vous savez qu'elles sont dans des hôtels moins agréables. Donc on a toute cette inégalité qui est vraiment une inégalité du quotidien. Mais c'est vrai que dans le sport, il y a tout autant d'inégalités, mais les filles se démènent et tant mieux qu'on ne considère plus que le rugby n'est pas fait pour les petites filles. Là aussi, il y a une prévention des parents. Quand une fille dit je veux faire du rugby, c'est pas sûr ou qu'un garçon dit je veux faire de la danse, je suis pas sûre que ça soit toujours la joie de tous les parents ou l'orientation qu'on confère. Donc oui, ça bouge. Moi, je pense que les choses avancent, bougent, qu'il y a une prise de conscience très forte des jeunes générations. Il y a aussi parfois des stéréotypes dans les jeunes générations, parce qu'il y a des attitudes qui sont assez terribles. Quand on n'a pas parlé d'Internet, mais sur Internet, il y a des propos
propos et des attitudes très sexistes. Les jeux vidéo sont extrêmement sexistes. Mais le monde de la culture, l'est aussi Alors, le monde de la culture, de manière étonnante. Moi, j'étais très étonnée parce que j'ai vu des chiffres. C'est exactement le même problème que Pourquoi est-ce que dans le sport? Pourquoi est-ce que des femmes metteurs en scène ont moins d'argent que des hommes metteurs en scène? Et elles sont plus présentes dans les écoles de cinéma, parce qu'elles représentent 55%. Les acteurs et les actrices ne sont pas au même, etc. Donc, c'est une reproduction générale dans la société. Or, la culture, elle devrait être là à déconstruire. Il faut saluer la mesure de Françoise Nyssen qui a rectifié le tir, si j'ose dire, il y a 2 jours, puisqu'elle va augmenter les subventions, justement, des droits au CNC qui vont... Moi, je serais pour enlever des subventions aux hommes, parce qu'on en met toujours carrément plus. Mais bon, c'est bien. Il faut prendre des mesures, mais il faut prendre des mesures coercitives parfois, parce que sinon, la parité, si on ne l'avait pas fait, on attendait 50 ans. Et l'égalité salariale, j'ai calculé, la vitesse où ça avance, c'est 900 ans. On fait ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Mais il y a besoin toujours d'avoir une photographie de la réalité. C'est pour ça que le diagnostic de situation comparée dans les entreprises était quelque chose d'extrêmement important. Et ça peut se travailler dans tous les secteurs. Régulièrement, il ne faut pas que ce soit qu'une fois comme ça, mais régulièrement avoir une photographie précise des réalités, de où est-ce qu'on en est dans les promotions, où est-ce qu'on en est des salaires, filière, pas filière, et à poste à valeur égale, pas simplement même poste à valeur égale, parce que ça peut être pas tout à fait le même métier, mais même valeur d'effort physique, d'effort psychique, de vigilance, etc. Et il faut qu'il y ait régulièrement un comparatif, une analyse, une évaluation. On avait constaté ça, qu'est-ce qui a été fait, où est-ce qu'on en est, voilà. Mais ça, c'est le rôle des politiques. Mais regardez, il y a des choses tout à fait... quand vous demandez à un maçon, à quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, est-ce que vous faites un métier pénible? On vous répond oui, il y a une pénibilité. Vous demandez à une femme qui travaille dans une maison de retraite, dans un EHPAD, est-ce que vous faites un métier pénible? C'est pas considéré comme... Or, comme pénibilité, quand elle porte des charges importantes, quand elle soulève des malades qui sont très lourds, c'est des métiers très physiques aussi. Et donc, on n'a pas cette... ça avait été mis, il faut que les partenaires sociaux, dans le cadre des négociations, par exemple sur la pénibilité, reconnaissent qu'à valeur et à travail égal et à travail pénible, on considère que dans des métiers de femmes, il peut y avoir de la pénibilité. Oui, et c'est aussi une prise de conscience des femmes elles-mêmes que de revendiquer aussi cette pénibilité. Oui. Un mot sur le département, j'ai vu que vous avez créé un label aussi, c'est une sorte de prix comme ça d'excellence pour ceux qui s'inscriraient dans cette démarche vertueuse. C'est un objectif que nous souhaitons mettre en place en 2019. Il faut aller vite. D'accord. L'idée, le département, lui, auprès de ses partenaires, des acteurs Girondins, souhaite vraiment sensibiliser, les accompagner dans une démarche égalité, tant au sein de leur structure que des activités qu'ils mettent en œuvre, les collectivités également. Oui. D'accord. Bon, il nous reste une petite minute, Madame Coutel, pour terminer un peu le propos, le synthétiser. Vous diriez quoi Je dirais que l'égalité avance. L'égalité avance, elle progresse. Elle a progressé dans l'égalité réelle, dans l'égalité de reproduction et sexuelle, dans le travail. Mais moi, ce qui me rend très confiante, c'est qu'il y a des jeunes générations et des nouvelles féministes et des nouvelles féministes hommes qui prennent le relais et qui vont poursuivre le combat. On a plein de mouvements, un grand nombre de mouvements où elles se défendent, où elles portent ce combat. Il changera de forme probablement, mais je pense que ça avance. On va vers l'égalité réelle, du moins c'est ce qu'on souhaite, ne pas rester dans l'égalité formelle. Bien, c'est sur cette appréciation optimiste qu'on va se séparer. Je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci de votre fidélité à notre nouvelle chaîne Noa. À bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau débat. Merci à tous.